Voyage et découverte, on part en Amérique du Sud, au Panama, Ingrid Pohu. Et nous partons en croisière avec vous, Gary Poana. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Info. Vous êtes l'auteur d'un récit de voyage intitulé « La Terre vue de la Selle », publié aux éditions Amalthée. Alors vous y racontez les étapes de votre tour du monde à vélo, mais aujourd'hui, vous avez choisi de nous faire voyager sur l'eau à bord d'un voilier. Embarquement sur le port de Carthagène en Colombie. Oui, en Colombie, donc au nord de la partie sud de l'Amérique. L'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, pour ceux qui ne savent pas, est séparée par une forêt dense qu'on appelle le Darien, qui est une jungle quasiment infranchissable. Et donc pour passer de Colombie au Panama, il faut soit prendre un avion, soit essayer de trouver un bateau. Donc nous, on n'avait pas du tout envie de prendre l'avion. Et puis on avait entendu parler de gens qui ont des voiliers et qui souvent c'est des voyageurs au long cours aussi, mais qui, pour arrondir les fins de mois, vont faire traverser des gens entre le Panama et la Colombie. Alors vous avez trouvé votre bonheur sur un voilier qui s'appelle, je crois, le Stella Mar. Oui. On peut traduire l'étoile des mers, c'est ça ? C'est ça. Alors oui, le voilier et puis surtout son fabuleux capitaine Hernando, qui était un véritable pirate, vraiment la caricature qu'on pourrait en avoir, petit, grosse barbe, cheveux hirsutes, une jambe qui boite, la peau cramée par le soleil, enfin vraiment, vraiment super de se retrouver avec lui là au milieu. Alors où est-ce que vous avez jeté l'ancre ? Après les 2 jours, on est arrivé au paradis. Ça s'appelle l'archipel de San Blas au Panama, qui est une multitude de petites îles sur la côte est du pays. Et c'est une tribu qui gère ces îles. Et c'est une des tribus les plus indépendantes de la planète parce qu'ils ont réussi à négocier il y a longtemps avec le gouvernement du Panama que c'était eux qui géraient ces îles. Que donc personne d'autre qu'eux décidait ce qui s'y passait. Donc ils sont complètement fermés aux touristes, entre guillemets, parce qu'on ne peut rien construire sur ces îles. Ce qui fait que ces îles sont complètement vierges. Il n'y a que des huttes et des indigènes qui habitent dessus. Alors ce sont les Kuna, hein, c'est ça ? C'est les Kuna, oui, qui gèrent cette île. De mémoire, il y a 300 ou 400 îles. Il y a 2 petites îles où on ne sait pas pourquoi ils se sont tous regroupés. C'est des véritables mégalopoles, si on peut dire, de petites cahutes et de petites rues où il y a leur commerce, etc. Et après, chaque île de l'archipel est gérée par une famille pendant 1 an. Tous les ans, ils tournent. Et donc, sur chaque petite île, vous avez une petite hutte avec la famille qui s'occupe de l'île. Voilà. Ce qui est marrant aussi, c'est que le seul moyen d'acquérir la propriété d'une île, c'est de faire son île. Donc des fois, on voit des bancs de corail qui dépassent un peu, et donc ils y mettent tout ce qu'ils trouvent, de la roche, du sable, etc., pour qu'au fur et à mesure, l'eau descende, que ça monte, et puis à partir du moment où ils ont 3 mètres carrés, ils font une petite hutte, et voilà, c'est leur île. Donc ça, c'est des années d'efforts. Je pense que personne, aujourd'hui, n'a une île complète là-bas déjà, mais c'est marrant, il y a des petites cabanes au milieu de rien de ces familles qui ont décidé de ne plus être avec la communauté et de se faire sa propre île. Puis quand l'île était assez grande, on en faisait le tour à pied, mais la plupart, c'est des îles qui font quelques dizaines de mètres carrés, donc... Enfin, on se balade pas sur les îles, quoi. Vous êtes rentré dans des habitations ? Oui, on a vu un peu les huttes. Il y a un soir où on a dormi sur une île. Nous, on sortait les hamacs et on a mis les hamacs à côté des huttes des locaux. Donc, ouais, on a bien vu comment ils vivaient. C'est vraiment retour en arrière. Le seul ustensile qui choque au milieu, c'est le téléphone portable. Il y a toujours un téléphone portable. Malgré tout. Il n'y a rien d'autre. Je ne sais même pas comment ils rechargent les batteries, même, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Qui doivent aller sûrement sur l'île centrale fréquemment pour faire le plein de batterie, mais il n'y a rien d'autre que des téléphones, vraiment qui montrent que quand même le monde occidental s'impose malgré tout. Est-ce que vous avez pu discuter un petit peu avec les Kuna ? Pas beaucoup. Il y a juste une scène magique où on était en train de faire le tour de l'île et on savait que c'était à l'époque le tirage au sort de la Coupe du Monde de foot en Afrique du Sud. Donc nous, ça nous intéresse quand même. On passe à côté d'une hutte et puis je sais pas comment on arrive à commencer à parler de foot avec lui. Et là, tout d'un coup, il rentre dans sa hutte, il ressort et il avait noté sur un papier le tirage au sort de la Coupe du Monde. Donc on a su, nous, que la France jouait avec telle équipe grâce à un Kuna dans une hutte au fin fond d'une île. Donc ça, c'était vraiment magique parce qu'on s'est dit, mais il va le regarder où le match ? Il n'y a pas de télé. Mais par contre, il avait le tirage au sort. Donc, comment il a fait ? Bon, ça fait partie des choses inexpliquées du voyage. Il y en a beaucoup, mais... Par le téléphone portable, peut-être. Peut-être. Merci à vous, en tout cas, pour ce récit. Il se passe plein de choses dans ce livre, plein de rebondissements, plein d'aventures. Je rappelle son titre, « La Terre vue de la Selle », et c'est publié aux éditions Amalthée. On retrouvera les photos de ce voyage sur franceinfo.fr. À bientôt.